Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir à cette conférence organisée par le CDAD 41 dans le cadre des semaines dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, je remercie très chaleureusement tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui, qui ont accepté d'intervenir. Pour vous présenter brièvement les CDAD, les conseils départementaux de l'accès au droit, donc ce sont des groupements d'intérêt public dont la mission est de recenser les besoins en matière d'accès au droit dans un département et d'y répondre en appliquant une politique locale adaptée. Donc l'objectif étant de favoriser l'accès au droit de tous et notamment des personnes les plus vulnérables. Donc ce sont des groupements d'intérêt public rattachés au ministère de la Justice dont les membres sont différents acteurs locaux, institutionnels, professionnels, associatifs du département, donc tels que le tribunal judiciaire, la préfecture, le conseil départemental, les différentes villes de Blois, Romorantin, Vendôme, l'association des maires de Loir-et-Cher, l'ordre des avocats du barreau de Blois, les chambres des notaires, des huissiers de justice, l'UDAF, etc. Donc pour ce qui concerne le CDAD de Loir-et-Cher, nous créons et coordonnons donc différentes structures d'accès au droit dans lesquelles les usagers peuvent rencontrer des professionnels du droit, des associations également, pour les renseigner sur leurs différents droits et devoirs. Donc nous avons la maison de justice et du droit à Blois, le point d'accès au droit à Romorantin, celui de Vendôme également, celui de la maison d'arrêt et le relais d'accès au droit au tribunal judiciaire de Blois. Donc à côté de ça, nous menons des actions de sensibilisation, de prévention et d'information auprès de la jeunesse de Loir-et-Cher, mais également auprès des habitants adultes. L'objectif étant de leur faire découvrir l'ensemble de leurs droits et devoirs. Et c'est dans ce cadre que nous participons aujourd'hui donc à ces conférences, dont la thématique retenue cette année est les violences conjugales. Quelques mots en introduction effectivement de cette conférence dont je suis très heureuse qu'elle puisse se tenir malgré un contexte sanitaire que nous connaissons tous et qui a empêché un certain nombre d'événements de se tenir. Néanmoins, nous tenons, et je remercie chaleureusement l'ensemble des participants, à organiser quand même cette conférence aujourd'hui afin de pouvoir vous apporter un certain nombre de points de vue et d'informations sur l'accès au droit des victimes des violences conjugales. Je rappelle que le président de la République a déclaré grande cause du quinquennat l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans ce but et dans cette grande cause qui est l'égalité, il y a différents aspects et il y a évidemment notamment la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est donc une priorité qui est extrêmement forte, qui se décline à travers un certain nombre d'actions. Je n'en citerai que quelques-unes. Je souhaite particulièrement insister sur la mobilisation et la formation des forces de l'ordre, police nationale et gendarmerie, qui ont été formés de manière extrêmement massive à cette thématique, et notamment sur le recueil et le dépôt des plaintes des victimes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et sur lequel on reviendra tout à l'heure. C'est par ailleurs la mobilisation et la sensibilisation à travers un certain nombre de campagnes d'information. Et puis, dernier exemple, c'est la mobilisation des services de l'éducation nationale pour la formation à cette thématique, notamment parmi les plus jeunes. Dans le département, on a mis en place un partenariat qui est extrêmement fécond, qui fonctionne très bien entre les différents acteurs qui sont concernés, donc les services de l'État, la préfecture, les différentes directions départementales interministérielles, la justice, notamment avec le parquet, et les forces de l'ordre, pour n'en citer que quelques-uns, la gendarmerie donc, et la police nationale. Un certain nombre d'actions ont été mises en place, j'en citerai deux qui gagnent vraiment à être reconnues. C'est à la fois tout d'abord un dispositif de convention. On a 5 conventions qui ont été signées qui couvrent en fait les différents aspects de la lutte contre les violences faites aux femmes, à la fois dans la prise en charge à l'hôpital, la prise en charge par les forces de l'ordre, dans l'assistance qu'on peut leur porter tout au long de leur parcours. Ça, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant, qui associe l'ensemble des collectivités territoriales. Et ça, c'est également à souligner.
Donc c'est un point très positif et j'insiste vraiment sur ce partenariat qui est absolument majeur. Le deuxième aspect, c'est les groupes locaux de traitement de la délinquance qui ont été mis en place à l'initiative de monsieur le procureur et qui permettent à l'échelle du département, sur l'ensemble des départements, et donc ces 3 arrondissements, Blois, Vendôme et Romorantin, d'échanger entre services concernés sur des situations très concrètes de femmes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient, et de pouvoir permettre une prise en charge adaptée par l'ensemble des intervenants de la victime tout au long de son parcours. Alors, ça peut être une réponse judiciaire, mais il y a aussi des réponses en termes d'accompagnement social, en termes de logement, en termes d'accès à la formation. Donc c'est vraiment cette pluridisciplinarité et cette collaboration sur lesquelles je voulais insister aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Madame Luge pour nous avoir invités. Merci Monsieur le procureur pour l'invitation à cette conférence. Tous les 2,5 jours, une femme est morte sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint l'année dernière. Ça signifie, avec une recrudescence particulière l'année dernière, nous attendons les chiffres de 2020, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on est victime, on a des droits et qu'il ne faut pas attendre le drame pour venir en parler. Je pense que tout le monde à cette table est là pour réserver une réponse immédiate et coordonnée pour les victimes qui sont dans le silence, murées dans le silence parfois. Et c'est très important de faire un éclairage sur leurs droits, déjà qu'elles se reconnaissent en tant que victimes et qu'elles connaissent leurs droits. Je dirais que l'implication et les 3 partenariats qui s'est tissé dans le Loir-et-Cher entre les services de l'État, donc préfecture, justice, bien sûr, force de l'ordre, et puis les associations, l'association des avocats, les autres associations dédiées aux droits des femmes, aboutissent à ce qu'il y ait une réponse complète à ces victimes. Et je peux dire que ça fait un peu cas d'école, cet étroit partenariat entre nous tous, parce qu'on ne sera jamais trop pour répondre aux victimes. Je vous invite donc, si vous êtes victime ou si vous êtes témoin ou si vous connaissez des victimes, de vous rendre sur le site de la préfecture pour connaître tous les dispositifs nationaux et départementaux qui sont à votre disposition pour faire connaître votre situation et surtout pour vous accompagner à en sortir. La conférence d'aujourd'hui va nous apporter un éclairage sur le droit des personnes victimes de violences conjugales, notamment sur le parcours de la victime et sur la procédure applicable. Donc je vais sans tarder laisser la parole à Monsieur le procureur de la République pour son intervention sur le cadre général de cette procédure. S'agissant du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, je voudrais juste faire, moi, avant de vous donner 2-3 éléments de réflexion, je voudrais rappeler quand même quelque chose. C'est que lorsque j'étais dans ma jeunesse, c'est-à-dire il n'y a pas si lointain, c'était pas il y a si longtemps, eh bien, si mon père tapait sur ma mère ou si ma mère tapait sur mon père, c'était une contravention de 5e classe, à la condition que ma mère ne tape pas trop fort sur mon père, de sorte qu'il n'y ait pas une ITT supérieure à 8 jours. Mais dans les violences que l'on voit, le capitaine et le commandant nous le diront, les ITT sont rarement supérieures à 8 jours. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années encore, jusqu'à la réforme instituant le nouveau code pénal le 1er mars 1994, quand un homme portait la main sur une femme, sa femme, et s'il n'y avait pas de trop grosses conséquences, c'était une peine d'amende. Je dis ça parce que c'est intéressant aujourd'hui, vous l'avez rappelé, la directrice, c'est cause nationale, tous les 10 ans à peu près, je me souviens que 2010, moi j'étais un peu plus vieux, mais encore jeune, et c'était déjà cause nationale, cette année c'est cause nationale, peut-être que dans 5 ou 6 ans ce sera toujours cause nationale, mais de toute façon, cause nationale ou pas, il faut que dorénavant, notre civilisation, notre société, intègre cet interdit, qu'il n'avait pas forcément toujours intégré, en tout cas qu'il avait largement toléré. Bon. Et donc il a fallu que la loi évolue. Elle a évolué le 1er mars 1994 pour dire que les violences, même s'il y a une ITT inférieure à 8 jours, sur conjoint ou concubin, c'est un délit. Donc là, avec une peine d'emprisonnement maximum de 10 ans. Mais ce n'était pas fini parce qu'il fallait aussi prendre les gens pacsés, qui étaient en dehors du dispositif. Il a fallu attendre une loi d'avril 2006
puis ensuite attendre une loi de juillet 2010. Ça veut dire que c'est tout récemment qu'on prend en considération le fait qu'il y ait des violences entre ex-conjoints, ex-concubins, ex-paxés. Donc aujourd'hui, ce qui semble une évidence dans la prise en compte de tout le monde sur un phénomène inacceptable, ça a longtemps perduré comme dans notre société quelque chose de tolérable. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, où en sommes-nous aujourd'hui du traitement de ce sujet qui, à mon avis, est un vrai fléau social, c'est vrai. Il y en a d'autres. Par exemple, et ici on se bat avec le préfet sur les morts causées sur la route. C'est pas rien non plus. Les morts et les violences graves causées par les trafics de stupéfiants, c'est important. Mais, sans attendre que ce soit grande cause nationale, dans ce département, ça fait un petit moment que l'on se dit que s'il y a une priorité à dégager dans la conduite de l'action publique en matière judiciaire, ce sont les violences commises au sein de la famille. Parce que, évidemment, comme l'a rappelé Mme Choquet, ce sont des violences qui créent des morts. Or, nous, notre action, notre intervention, elle est pour sauvegarder des valeurs essentielles. Et la vie, c'est la valeur essentielle. C'est la raison pour laquelle on ne peut que dire que la priorité de l'action publique, c'est de faire en sorte que ces violences intrafamiliales cessent, parce qu'elles causent des blessures graves, voire des morts, et c'est inadmissible. Ce qu'on a fait dans ce département, c'est qu'on s'est saisi d'un moment politique qui était fort, en revanche, c'est-à-dire, il y a maintenant un peu plus d'1 an, à la rentrée 2019, ce qu'on a appelé le Grenelle des violences conjugales. Ça nous a permis, avec monsieur le directeur, madame la directrice et monsieur le préfet, notamment, madame Choquet, d'aller à travers le département et d'aller faire une cartographie de ce qui existait en matière de structures luttant contre les violences familiales. Et on s'est aperçu que dans ce département comme dans d'autres, enfin moi je parle que de ce que je connais, donc le département de Loire-et-Cher, il était extrêmement bien structuré, maillé par notamment des associations, notamment par des associations tenues par des dames. Tout ce monde-là travaille extrêmement bien dans le repérage et la prise en charge des gens qui sont victimes de violences familiales. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, il manquait un peu de sous aussi. Quand on a des volontés politiques, il faut qu'elles soient aussi confirmées par des prétentions financières, sinon on atteint parfois ses limites. Et qu'en tous les cas, il fallait que de ces consultations qu'on avait menées avec l'autorité préfectorale, on en sorte quelque chose. Et certes, c'est moi qui les anime, mais c'est surtout une volonté commune de l'autorité préfectorale et de l'autorité judiciaire. On s'est dit, il faut qu'on s'organise pour non pas recréer ce qui existe déjà, mais pour rendre cohérent des structures qui tous les jours connaissent des situations. À compter du 1er septembre, nous sommes organisés pour que, par l'arrondissement judiciaire, il y ait un groupe de travail animé donc par un magistrat du parquet, moi-même mais surtout mes collègues qui sont en charge du territoire de Vendôme, de Blois et de Romorantin, de sorte que, normalement, toute situation de violence intrafamiliale, voire même de tension intrafamiliale, elle soit connue de ces groupes de lutte contre le traitement de la délinquance. Ces situations sont connues, mais comme le rappelait Madame la directrice, c'est pas forcément qu'on va tout judiciariser. C'est-à-dire que si quelqu'un vient voir une association pour dire « moi, mon mari, je ne supporte plus », c'est pas forcément qu'elle est victime de violence. C'est qu'il y a une tension qui fait qu'il va falloir l'aider à prendre en charge sa volonté, peut-être de rompre une vie maritale qui n'est plus supportable. Cette situation, elle sera connue de l'ensemble des membres du groupe. Elle sera traitée sans doute sous l'angle accompagnement, peut-être vers un avocat, vers une structure d'hébergement, voilà. Mais, à un moment donné, si la situation devait se tendre, là où auparavant, eh bien, on venait devant les forces de l'ordre, une fois que la chose s'avérait devoir venir devant les forces de l'ordre, aujourd'hui, on est beaucoup plus en amont de la connaissance de ces situations. Et normalement, à l'heure où je vous parle, on a quasiment une cartographie exacte des situations dans lesquelles on a quelqu'un qui est venu voir une association. On ne pourra pas dire dans ce département qu'on ne savait pas, à condition que les gens viennent nous voir. Évidemment, la difficulté, c'est que si des situations ne sont pas connues, des associations qui, encore une fois, travaillent très bien, si elles ne sont pas connues, ces associations, et si les associations ne les mettent pas
dans la connaissance commune des groupes, on ne peut pas travailler. Mais je crois qu'on peut le dire, on a vaincu peut-être cette petite réticence qui était de se dire, ben, madame vient nous voir, mais elle ne veut pas que ça se sache. Bien, c'est toujours ça. C'est pas que ça se sait, mais simplement, c'est des situations qui restent à un niveau pertinent qu'on détermine, mais ce sont des situations sur lesquelles, et le commandant et le capitaine Jean-Marie nous diront, des situations sur lesquelles on ne subit plus, mais dans lesquelles on s'organise pour ensuite, si on doit intervenir, on intervient rapidement. Ça, c'est l'autre intérêt de notre organisation, c'est de se dire que, une fois que la situation a été repérée, qu'elle est connue, qu'elle est traitée, et qu'elle nécessite peut-être une judiciarisation. Judiciarisation, ça veut dire venir devant les services de police gendarmerie, puis ensuite devant les services du parquet pour une donner suite. Eh bien, je pense qu'on sera à peu près réactif et à peu près ordonné dans notre action pour y donner une suite convenable et adaptée. De ce point de vue-là, il y a une association qui n'est pas là, mais qui travaille très bien, en dehors de toutes celles qui font partie du groupe, c'est France Victime 41, parce que c'est un peu l'association pivot sur laquelle moi je m'appuie et mes collègues pour faire en sorte que, une fois par exemple que la personne est venue porter plainte, il faut agir vite, mais les services de police le diront, dorénavant c'est fini, j'espère. Le temps où la dame venait au commissariat ou à l'unité, on disait madame, vous reviendrez une fois que vous aurez votre certificat, ça c'est rayer des cas. C'est rayer des cas parce que c'est pas une façon de traiter les gens d'abord, c'est pas une façon de traiter surtout ces situations particulièrement difficiles, pour les dames notamment. Et donc, en s'organisant en amont, on fait en sorte que le premier contact avec les services de police de gendarmerie soit organisé et qu'il soit concomitant à une autre action envers celui qui serait soupçonné de commettre des violences. De sorte que notre action, elle est beaucoup plus ramassée dans le temps, elle est connue de tout le monde parce qu'il faut aussi gérer peut-être des problèmes d'hébergement en urgence. Et ça, il y a encore des progrès à faire, mais je crois qu'on est de mieux en mieux armés pour faire face à la fois pour l'auteur potentiel et la victime alléguée, de les prendre en charge dans un vrai suivi. Et ce que l'on fait obligatoirement dorénavant, c'est que lorsque une victime se présente, elle est prise en charge efficacement, la personne soupçonnée va être entendue, souvent placée en garde à vue. L'objectif, la plupart du temps, pas toujours non plus, il ne faut pas systématiser, mais c'est ensuite de séparer l'auteur présumé de la victime qui est venue se déclarer, séparé par une décision judiciaire qui doit être préparée. On le prépare avec le prévenu en lui disant qu'il va falloir trouver un autre logement. Souvent ça grince parce qu'évidemment, non seulement le mari tape, mais en plus il paye. Hein. Et donc payant, il croit qu'il a une primauté à rester dans les locaux et que finalement ce serait madame qui partirait. Mais non, nous on dit que c'est sa participation à l'œuvre de justice que de partir et de laisser madame et les enfants dans une situation un peu de confort, si on peut dire. Et donc tout ça, ça se travaille. Et France Victime 41 fait de ce point de vue-là un très beau travail d'accompagnement. Et ce que je salue, mais Maître Deval le dira, ce que je salue particulièrement, c'est que depuis le 1er novembre 2019, Maître Deval c'est ça, 1er novembre 2019, il y a une permanence mise en œuvre par les avocats du barreau de Blois pour accueillir, assister, soutenir, voire représenter des femmes ou des hommes qui seraient victimes de violences et qui voudraient se constituer partie civile, que leur voix soit entendue, pas forcément pour demander des sous, mais pour dire moi je suis victime, je veux qu'on me reconnaisse dans ce statut-là, et je veux aussi qu'il y ait des mesures qui soient prises pour que dans l'immédiat, mon mari, mon conjoint, mon concubin cesse de me voir et de me rencontrer. Et donc cette action des avocats elle est très importante parce que avec France Victime qui appelle les victimes, les avocats qui prennent en charge ensuite, qui les représentent, les assistent, je trouve que ça donne une cohérence totale à notre dispositif. Et puis l'autre chose, c'est une fois qu'on a traité les victimes, il faut traiter les auteurs. Et là, le suivi se fait par le service de probation de la direction de l'administration pénitentiaire. Et là aussi, il y a un vrai travail de prise en charge des auteurs qui doit encore, à mon avis, se parfaire, mais qui est en bonne voie de devenir un dispositif efficace, de sorte qu'à la fois, on a un suivi des victimes qui ne sont pas laissées seules une fois l'action de la justice passée, et puis on a un suivi également des auteurs. L'idée, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas une récidive dans ces faits de violence intrafamiliale. Dans ce département, tous ceux qui concourent à la prise en charge de situations
ont un lieu pour un travail en commun. Et que ensuite, ce n'est pas simplement une intervention ponctuelle, mais un souci de suivi qui est mis en œuvre, avec des associations dont je suis encore l'implication et l'investissement dans ce travail qui est tout à fait remarquable. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas, avec le préfet, laisser les choses à l'État sans s'organiser. Et il faut que ces dispositifs-là soient des dispositifs pérennes, et donc on les a inscrits dans des protocoles qui nous engagent, tous ceux qui les ont signés, tous les partenaires, le conseil départemental, etc., de sorte que cette organisation soit une organisation qui continue de produire de plus en plus, je l'espère, des effets. Cette semaine, alors les groupes locaux de traitement de la délinquance pour l'instant ne peuvent plus se réunir en présentiel parce qu'on est un peu nombreux, mais on continue d'avoir une action très efficace par des échanges de courriels sur des boîtes dédiées. Par exemple, cette semaine, vous avez vu, Mme Choquet, que Madame la directrice, on a traité une situation très rapidement sur Romorantin, où il y a eu une association qui a signalé, et tout de suite, c'est ça l'intérêt de l'interaction, tout de suite tout le monde est intervenu pour dire sur le logement, moi je peux ci, sur la prise en charge vers Pôle emploi, je peux ça, pour les enfants, c'est moi, et puis ensuite, ça a été les camarades gendarmes qui ont pris le relais immédiatement. Et ça a démontré la force de notre réseau et la capacité qu'on a de mobilisation, mais vraiment, on s'appelle traitement en temps direct, alors là, il n'a jamais eu me porter son nom en temps réel qu'aujourd'hui. Donc, ça démontre que même dans ces temps de confinement, rien ne sera permis à ceux qui pensent que non seulement on est dans une situation de huis clos naturel, la famille, mais qu'en plus on serait dans un huis clos confiné. Eh bien ça, on n'est plus une situation qui est un peu compliquée à gérer, c'est vrai. Nous, on sera toujours, je pense, en capacité d'identifier, d'analyser, d'interpeller, de sanctionner pour que ça cesse. Donc, sans vouloir évidemment paraphraser tout ce qui a été dit jusqu'à présent, si vous me pardonnez cette expression un petit peu passe-partout et triviale, nous sommes partis de très loin. Au départ, effectivement, dans l'esprit et dans les mentalités, dans les mœurs françaises, les violences sur conjoints étaient pratiquement banalisées. Aujourd'hui, l'évolution législative a fait que, comme le souligne M. le procureur, on est passé de contravention à quoi qu'il arrive et quel que soit le niveau de l'ITT ou l'ITP, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, nous sommes face à des actions délictuelles punies de peine d'emprisonnement, donc qui bénéficient d'une réponse, on va dire, adaptée et on va dire un peu plus prégnante. Donc au-delà de cette législation, on a une évolution aussi, je dirais même, et là je parle pour la gendarmerie, nous avons une approche des problématiques liées aux violences intrafamiliales, donc ça ne se limite pas aux violences physiques au sein d'un couple. Monsieur le procureur l'a souligné, on est parti des violences au sein d'un couple vivant maritalement ou marié. On a rajouté petit à petit les gens, la loi aussi a évolué, les gens qui étaient liés par un pacte civil de solidarité. Et puis on en vient aussi, puisque c'est la réalité de la vie quotidienne, les gens qui ont vécu ensemble gardent toujours des liens parfois dans certaines circonstances, et cette situation d'ex-conjoint aussi peut générer des crises, des différends qui peuvent perdurer dans le temps. Donc cette évolution a aussi entraîné en interne pour notre institution une évolution des mentalités. Donc la lutte contre la violence intrafamiliale est une grande cause nationale, mais il fallait aussi se donner les moyens de pouvoir accueillir les victimes. Ça c'est la priorité, c'est quelque chose qui a fait défaut pendant très longtemps. Donc un plan de formation a été élaboré, donc je vais évidemment vous épargner tous les détails, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes gendarmes qui rentrent dans notre institution bénéficient d'une formation dès le niveau de l'école. Donc il y a une formation, pour faire simple, à 3 niveaux, une formation à l'entrée en école, une formation qui se poursuit en unité, avec un enseignement à distance, des formations en présentiel, et également jusqu'au niveau de l'expertise au Centre national de formation judiciaire en région parisienne. Ça se traduit également, et mon camarade en dira quelques mots tout à l'heure aussi, par des initiatives locales, et également la présence de gens impliqués, volontaires et formés. Nous appelons ça nos référents violences intrafamiliales, mais il y a d'autres appellations qui font en tout cas que des gens impliqués dans cette thématique qui participent aussi à la formation de leurs jeunes camarades, moins aguerris ou qui se sentent moins à l'aise pour l'accueil des victimes ou le traitement de procédures,
dont je dirais à la base il faut avoir un peu d'empathie et d'écoute aussi pour les victimes. Donc nous avons aussi ce réseau en interne, en plus du réseau qui existe, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, qui permet donc d'appréhender ces situations parfois dramatiques et dans des familles qui sont parfois suivies depuis de longues années. Donc il y a aussi un travail d'accompagnement avec nos différents partenaires, donc il y a un échange régulier. Nous travaillons aussi, au-delà des associations, nous avons nos intervenants sociaux gendarmerie, avec lesquels nous échangeons systématiquement lors des interventions. C'est pour ça que M. le procureur parlait de cartographie. Nous sommes effectivement capables aujourd'hui de savoir en temps réel ce qui se passe malheureusement sur l'ensemble de notre territoire, d'où aussi les GLTD qui ont été créés pour avoir une réponse adaptée au plan local, auquel évidemment nous participons. Donc effectivement, nous faisons partie de cette chaîne, nous sommes un des maillons. Dans le procès pénal, les gendarmes interviennent effectivement souvent au début, mais il y a tout un travail de prévention aussi qui est réalisé. Le but, c'est pas d'arriver à la situation dramatique où la victime se présente victime de coups et de violences. Il y a un travail aussi qui peut être fait. Alors ça, je sais que les associations que vous avez citées depuis tout à l'heure font un travail remarquable qui évite la plupart du temps que nous en arrivions au dépôt de plainte et à la procédure, ce qui va me permettre d'aborder, je vais essayer de faire de manière assez synthétique, les deux thématiques que Madame Luge m'a demandé d'aborder sur l'importance des preuves. Donc là, évidemment, les forces de police et de gendarmerie travaillent sous la direction de M. le procureur de la République et sous son contrôle. La procédure, évidemment, doit s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Et traditionnellement, de manière, je veux dire, le plus souvent, lorsqu'une victime se présente, lorsque des faits délictuels ont été perpétrés, elle se présente avec un certificat médical. Là aussi, je rebondis sur ce que dit M. le procureur tout à l'heure. Le temps est révolu. Lorsqu'une victime se présentait, on lui demandait écoutez, vous reviendrez demain ou après-demain avec un certificat médical. Ça, bien évidemment, et j'insiste, je martèle, une victime, quelle que soit sa situation, se présente à un service de police gendarmerie. Nous devons l'accueillir et la conseiller, l'orienter et recueillir sa plainte si elle le souhaite, indépendamment de tout certificat médical. Ça, c'est un élément important évidemment pour la suite de la procédure, mais qui peut attendre 24 heures ou 48 heures. Voilà. Donc ça va me permettre de revenir rapidement sur l'importance des preuves et les différents éléments de preuve. Alors, comme je l'indiquais, le certificat médical est souvent la base sur laquelle s'appuie M. le procureur pour qualifier à la base le gendarme qui accueille une victime, et ensuite les magistrats pour évaluer, je dirais, pas le quantum de la peine, on n'est pas encore au tribunal, mais pour évaluer et qualifier l'infraction, même si nous l'avons dit, en matière de violence intrafamiliale, violence conjugale, il s'agit d'un délit quoi qu'il arrive. Donc nous avons plusieurs modes de preuve qui peuvent être recevables. Nous avons aussi, en marge du certificat médical, nous avons des photographies, que ce soit des photographies des blessures de la victime, qu'elles aient été réalisées par elle-même ou par le service enquêteur. Ces éléments peuvent être fournis plusieurs semaines ou plusieurs mois après, dès l'instant où ils ont été recueillis. Nous avons les témoignages des voisins, des amis, de la famille, qui ont été témoins auprès desquels la victime s'est confiée. Nous avons les messages, que ce soit du conjoint, de l'ex-conjoint, des lettres, des mots, des écrits, des textos, des SMS sur les réseaux sociaux, on le voit aussi beaucoup, messages vocaux, les attestations de professionnels qui suivent, les associations, les travailleurs sociaux, juristes, puéricultrices, sages-femmes, personnels hospitaliers, professions scolaires, avocats, peu importe, les certificats médicaux rédigés par les professionnels de santé. Donc là, nous n'avons pas encore d'UMJ sur notre secteur, mais ça fait partie aussi, on va y arriver. Donc nous avons, je me permets de souligner, une convention santé-sécurité qui permet aux victimes d'être accueillies par les forces de l'ordre directement sur le lieu de leur hospitalisation, si nécessaire, pour que leur plainte soit recueillie in situ. Donc ça, c'est aussi un élément important des nombreuses avancées qui ont été faites au plan local, ce que M. le procureur a évoqué tout à l'heure, les différents enregistrements vocaux, vidéos, les mains courantes et les plaintes, j'y viendrai tout à l'heure, et les décisions de justice qui ont déjà été rendues. Donc, transition sur la différence entre la main courante et la procédure stricto sensu. Alors, bien évidemment, la main courante recouvre un objet différent en fonction, alors ça c'est assez technique, mais la plainte
et la main courante sont deux choses distinctes, et la main courante qui existe au sein de la police nationale et la main courante dite main courante gendarmerie, donc pas forcément, n'obéissent pas au même régime, au même mode d'emploi. Donc je vais essayer de faire simple. Donc deux options. Pour signaler les faits, une victime peut porter plainte. Parfois, on sait que certaines personnes ne sont pas psychologiquement prêtes à porter plainte ou à quitter leur domicile ou quitter leur conjoint. Donc, elles peuvent malgré tout venir signaler des faits, signaler une situation, tension au sein d'un couple, donc je vais quitter temporairement mon domicile. Donc je viens le signaler et ça peut être enregistré au sein de ce que nous appelons une main courante. Jusque-là, pas de difficulté. En revanche, là j'insiste bien pour pas qu'il y ait une ambiguïté, la main courante gendarmerie en aucun cas ne peut servir pour signaler des faits qui relèvent, entre guillemets, de la sphère des violences intrafamiliales. Systématiquement, lorsque les faits sont qualifiés ou peuvent être qualifiés pénalement, même si la victime ne souhaite pas porter plainte, nos services élaborent ce que nous appelons dans notre jargon un procès-verbal de renseignement judiciaire qui est systématiquement adressé à M. le procureur de la République. Donc c'est ce qui fait la différence avec la main courante qui est en vigueur dans la police nationale, qui peut être également utilisée, puisque des faits peuvent être signalés, peuvent être inscrits et renseignés, mais cette main courante n'est pas systématiquement adressée. Elle peut être réutilisée effectivement plus tard, comme la main courante gendarmerie. Aujourd'hui, tout est informatisé avec les logiciels de rédaction et d'aide à la procédure, qui sont d'ailleurs le même en police et en gendarmerie. Mais la différence, c'est que gendarmerie nationale, tout ce qui relève d'une infraction, dès l'instant où elle est caractérisée, matérialisée, et les faits sont d'une certaine gravité, même si la victime ne souhaite pas porter plainte, cela fait l'objet d'une procédure qui est adressée à M. le procureur de la République, voilà, indépendamment de l'action publique derrière. Mais en tout cas, il n'y a pas de faits qui sont mis de côté et qui dès l'instant où l'infraction est matérialisée, elle fait l'objet, à défaut de la plainte de la victime, d'une information au procureur de la République. Voilà. Deuxième élément qui pourra éventuellement être abordé, et je terminerai, je ne veux pas rentrer dans le détail des techniques sur l'utilisation de certaines procédures. Je l'avais évoqué lors de notre dernière rencontre avec Mme Luge et avec Mme Choquet notamment, sur des initiatives locales, en marge évidemment des différentes conventions qui ont déjà été abordées, des groupes locaux de traitement de la délinquance thématique, VIF. Et là, je vais passer la parole au capitaine Le Breton, qui représente la compagnie de gendarmerie de Blois. Certaines unités de gendarmerie ont toujours dans cette dynamique aujourd'hui et l'importance d'apporter une réponse et un suivi aux victimes de violences, quelles qu'elles soient, que ce soit des adultes ou des enfants, parce qu'il faut aussi parler de ça. Les violences psychiques, psychologiques, parfois s'ajoutent aux violences physiques. Donc l'idée pour nous a été d'apporter une réponse, on va dire, plus proche et un traitement plus rapide. Pour agir avec célérité, il nous fallait revoir un petit peu nos modes d'action, et l'idée a fait son chemin de créer des cellules ou des groupes dédiés à tout ce qui touche cette, entre guillemets, cette thématique, ce type d'infraction. Et on appelait ça des cellules de lutte contre les atteintes physiques. Au niveau de l'arrondissement de Blois, pour faire simple, une cellule a été créée avec 4 personnels volontaires, déjà formés au traitement des violences intrafamiliales et qui, sous l'autorité de M. le procureur, prennent en compte systématiquement tous ces faits. Alors qu'il s'agisse de violences sexuelles, de violences physiques, tout ce qui est lié aux agressions de manière générale dans ce registre. Et alors, au départ, évidemment, ce sont des gens qui ont une formation, qui sont volontaires, donc on part du principe que les procédures seront beaucoup plus l'accueil des victimes, c'est toujours très important. La difficulté pour une personne de venir signaler des faits dans la sphère intime, privée, c'est toujours compliqué, donc on a des gens qui sont aussi formés et qui ont une empathie particulière, donc ça facilite évidemment l'écoute et la révélation des faits. Ensuite, nous avons la rapidité de procédure, puisqu'une équipe
dédié se consacre essentiellement à cette action, et la qualité évidemment des procédures, les éléments de preuve, les auditions, les témoignages, permet effectivement, in fine, à l'autorité judiciaire d'apporter une réponse, évidemment dans des délais aussi qui sont beaucoup plus brefs et certainement bien plus adaptés. Donc je laisse la parole au capitaine Le Breton qui va vous dire quelques éléments sur, je dirais, cette structure qui est encore au stade, enfin qui fonctionne déjà, mais qui est quand même au stade expérimental, et l'idée, in fine, ça serait de l'étendre à l'ensemble du département. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis capitaine Le Breton, donc, de l'arrondissement de Blois. La compagnie de gendarmerie de Blois, ça comprend l'arrondissement de Blois, hors zone de police. Donc on s'est aperçu, donc la gendarmerie s'est aperçue que c'était assez difficile de traiter les dossiers, et elle nous a laissé créer des initiatives pour mettre en place des cellules de travail sur les violences intrafamiliales. Donc à Blois, en fonction du nombre de faits constatés, on a décidé de mettre 4 personnels qui ne traiter que les violences intrafamiliales. C'est-à-dire qu'une victime qui se déplace dans une unité de l'arrondissement, les gendarmes l'accueillent. L'empathie et le travail, c'est toujours très difficile d'accueillir une victime. Comme ces gendarmes-là sont formés, volontaires, ils ne font que ça, donc ils savent comment bien recueillir la plainte et mettre en confiance la victime. Donc, quand une victime se présente, les gens de cette cellule-là se déplacent pour recueillir la plainte. Et après, ils traitent toute la procédure. Donc l'avantage, c'est que quand la victime est auditionnée, pour l'instant c'est tout récent, elle a été créée le 12 octobre. Pas encore trop de recul. Enfin, on voit que ça vite, les procédures sont traitées rapidement, mais l'avantage c'est que quand ça va vraiment être mis en place, ils vont pouvoir se créer un réseau avec les associations, je pense à France Victimes entre autres, et qui vont pouvoir se mettre en relation pour reloger, pour aider, parce que parfois financièrement les victimes sont dans la difficulté, et ils vont pouvoir avancer à ce niveau-là, et le dossier sera traité très rapidement. Et comme le veut aussi, c'est une volonté ministérielle, on doit reprendre contact avec les victimes. Donc comme elles ne sont que 4 à traiter tous les dossiers, elles ont un lien vraiment direct et le contact se fait plus facilement et rapidement. Et en lien jusqu'au traitement de la procédure. L'avantage aussi, donc comme elles sont un petit groupe, elles vont faire partie du groupe de traitement de la délinquance à l'initiative de M. le procureur. Et à l'intérieur de ce groupe, ils vont pouvoir se faire connaître, les associations vont pouvoir les connaître et pouvoir avoir des échanges pour toujours la même chose, un gain de temps et une réponse rapide pour trouver des solutions pour les victimes. Sur le département, chaque arrondissement devrait avoir sa cellule et dans la France aussi ça se développe. Et même actuellement, il y a des projets, donc on avait des brigades de prévention de la délinquance juvénile. Et la gendarmerie va aussi évoluer par rapport à ça, ils vont créer des MCPF, c'est une maison de la confiance et la protection des familles, qui vont implanter dans chaque département et qui vont traiter tout ce qui est violence intrafamiliale. Et aussi, ces personnes-là feront aussi la prévention dans les écoles et auprès d'associations. Donc on évolue vraiment et on cherche à avoir une meilleure qualité de travail et d'écoute des victimes. Il faut savoir que toutes les situations font l'objet d'échanges réguliers entre les différents partenaires. Et on a un réseau, un maillage aujourd'hui qui permet, comme l'a souligné tout à l'heure M. le procureur, d'avoir une connaissance assez fine des situations pour, j'allais dire, mieux anticiper et pouvoir intervenir avant que la situation ne dégénère ou avant que la crise ne se déclenche, et de pouvoir après, comme l'indiquait mon camarade, d'avoir un retour et un recontact avec les victimes, et ça, je sais que M. le procureur a validé cette option dans le cadre des GLTV, de permettre effectivement cette prise de contact systématiquement dans les 48 heures, et parfois en fonction de la réponse pénale dans la semaine, pour être sûr que la victime sente qu'elle bénéficie d'un suivi, d'un accompagnement, et que le dossier ne se limite pas au recueil de sa plainte et à la transmission du dossier à la justice. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Il y a vraiment une continuité et un suivi qui d'ailleurs, fait que une situation, même si elle n'a pas donné lieu systématiquement à un dépôt de plainte et à la saisine du parquet
ou d'une autorité judiciaire fait l'objet malgré tout d'un suivi. Il y a toujours une trace et tous les intervenants sont régulièrement, je dirais, à l'écoute, prennent contact avec ces personnes, ces familles, et il y a vraiment une animation permanente. Les dossiers ne sont pas dans l'oubli, tout simplement. Alors moi je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée grâce à vous de rappeler quand même que dans certains pays, certaines femmes se battent au prix de leur vie pour le droit des femmes. Certaines sont décédées il n'y a pas longtemps et depuis 30 ans, et c'est important, vous l'avez rappelé tout à l'heure monsieur le procureur, les mentalités ont évolué. Certains avocats, des hommes, des femmes se sont battus avec d'autres pour faire évoluer ces mentalités. Et je crois que ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est de constater que les violences conjugales, ça sensibilise tout le monde et tout le monde se sent concerné. Pas très loin de chez moi, dans un supermarché, au bout du ticket, il y a une petite mention, un petit bandeau, violence conjugale, nous sommes tous concernés, avec un numéro de téléphone. Et je pense que ça montre non seulement l'évolution des mentalités, mais ça montre aussi à quel point, même dans un supermarché, on se sent concerné par ce qui peut arriver à certains, à certaines, parce qu'il ne faut pas l'oublier, certains hommes peuvent aussi être victimes de violences. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Tout le monde a sa place, chacun a un rôle à jouer pour aider ceux qui sont victimes de violences, parce que quand on parle de violence, c'est certainement les violences physiques, mais c'est aussi les violences psychologiques. T'es une bonne à rien, tu sais rien faire, les humiliations devant les autres quand on est en société, tout ça, ça fait extrêmement mal, ça cause énormément de dégâts pour la confiance en soi et ça empêche à certains moments la honte, la culpabilité. Ça empêche de pouvoir parler et quand il y a tous ces réseaux qui se mettent en place pour aider, pour soutenir, eh bien ces femmes, ces hommes, ils n'ont plus l'impression d'être tout seuls. Et c'est pour ça qu'effectivement, en novembre 2019, l'Ordre des avocats a décidé de créer cette permanence parce qu'il y avait une permanence pénale pour assurer la défense des auteurs. Et à côté, il n'y avait pas cette permanence spéciale des victimes pour permettre de dire elles ont leur parole qui doit être entendue, alors, ou avant le procès, ou au moment du procès, parce que parfois certaines n'ont pas la force de venir, n'ont pas la force de venir affronter celui qui va être jugé, et même si, et c'est important de l'avoir rappelé tout à l'heure, c'est pas forcément pour venir demander des dommages et intérêts, c'est pas une question d'argent, c'est permettre que sa parole soit entendue et que, eh bien, on n'ait pas qu'une seule version des choses et que quelqu'un relaie les souffrances, l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui après toutes ces violences. Et donc il y a cette permanence qui est créée avec 2 avocats qui sont présents à chaque audience ou qu'on l'on peut contacter sur toute la semaine quand il y a une difficulté liée à une victime qui a besoin d'un avocat. Parce que l'avocat, il est aussi là pour écouter, donner des conseils bien sûr sur ce que l'on peut faire, et je vais essayer de donner quelques éléments d'un point de vue civil et d'un point de vue pénal sur la procédure que l'on peut mener en cas de violence conjugale. La première qui a évolué, c'est l'ordonnance de protection. Alors cette ordonnance de protection, on en parle beaucoup en disant c'est la solution miracle pour pouvoir faire évoluer les choses. Il s'avère que la mesure de protection, elle est extrêmement importante, elle a été renforcée. C'est le juge aux affaires familiales qui intervient dans le cadre de l'ordonnance de protection pour pouvoir protéger celui qui est victime de violence. Il peut ordonner un certain nombre de mesures. Il est saisi en urgence. Alors, on a l'avant-dernière loi avait fixé un délai de 24 heures pour obtenir une date d'audience délivrée par voie d'huissier, parfois avec une difficulté énorme tenant à l'obtention de l'aide juridictionnelle, parce que souvent on n'a pas les moyens de pouvoir payer un huissier. Aujourd'hui, on est à 48 heures, alors ça reste un délai très court et le juge doit rendre une décision dans un délai de 6 jours.
il a la possibilité, au terme de cette ordonnance de protection, d'évincer le mari violent du domicile conjugal. Je vais y revenir parce qu'il y a une avancée sur le domicile conjugal, d'interdire d'entrer en contact, d'interdire de venir sur certains lieux, notamment le lieu d'hébergement ou le domicile conjugal, prendre en considération toutes les mesures relatives aux enfants, l'autorité parentale. Là aussi, il y a une évolution sur l'autorité parentale, la possibilité au pénal et au civil de pouvoir sanctionner sur l'autorité parentale, c'est-à-dire faire en sorte que l'autorité parentale, c'est la possibilité pour les deux parents de donner leur avis et de décider de ce que l'on fait pour les enfants. Quand on doit obligatoirement dans l'autorité parentale conjointe prendre contact avec l'autre parent qui est l'époux ou le concubin violent pour demander des autorisations, eh bien ça crée des difficultés. Donc maintenant on a la possibilité d'accorder, temporairement ou pas, une autorité parentale exclusive qui va permettre de ne pas avoir à prendre contact avec le mari violent. Cette ordonnance de protection, elle est valable 6 mois et elle peut être prolongée si, dans ce délai de 6 mois, il y a une saisine dans le cadre d'une procédure de divorce du juge du divorce pour demander le prononcé du divorce ou, dans le cadre hors mariage, une décision définitive. L'intérêt de donner au juge aux affaires familiales un pouvoir finalement pénal, c'est celui de l'obligation du port d'un dispositif anti-rapprochement dont il fixe la distance. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Je parlerai du bracelet anti-rapprochement, mais peut-être que monsieur le procureur, vous en parlerez mieux que moi. C'est la possibilité, effectivement, de demander à ce que la personne violente soit, et la victime, soit, alors, pas surveillée, mais qu'en tout cas, il y a un dispositif qui permette de surveiller en temps réel la géolocalisation des uns et des autres et permettre notamment l'effectivité de l'interdiction d'entrer en contact, soit physiquement, et c'est ce qui peut être ordonné notamment au pénal dans le cadre d'un avant jugement d'un contrôle judiciaire ou d'une convocation par procureur avec un placement sous contrôle judiciaire. Il y a des obligations qui sont imposées à l'auteur et on a le moyen par ce bracelet de pouvoir les surveiller. Cette mesure de protection, elle permet effectivement de prendre un certain nombre de mesures qui peuvent aussi être prises dans le cadre des ce qu'on appelle des assignations procédures accélérées au fond, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le référé, c'est-à-dire une procédure urgente ou à bref délai, où on demande au juge en urgence d'intervenir pour pouvoir fixer des mesures qui vont permettre de rendre beaucoup plus facile la relation enfant-parent violent. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tant que rien n'est fixé par la justice, le parent violent continue à avoir des droits sur ses enfants, et c'est souvent le moyen d'exercer une pression, d'envisager un contact physique, téléphonique. Et ça, je pense que dès que par une décision de justice, on est en capacité de régler la situation, c'est-à-dire accorder à chacun les droits qui sont les siens, eh bien, on évacue des problèmes qui sont générés par la séparation. Je voudrais préciser, parce que vous l'avez indiqué tout à l'heure, monsieur le procureur, l'argent, ça crée une emprise. Et notamment, il a été développé, alors, c'est peut-être anecdotique, mais je pense que c'est aussi important, la possibilité, par exemple, de débloquer de l'épargne salariale quand on est victime de violences conjugales. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a besoin effectivement tout de suite de pouvoir, par exemple, se reloger. On a besoin tout de suite de pouvoir gérer des achats urgents. Et on a mis en place ce dispositif pour permettre que, on n'attende pas que le divorce soit prononcé pour pouvoir débloquer cette épargne salariale.
On a évolué aussi sur la jouissance du logement familial. Maintenant, si au terme notamment de l'ordonnance de protection, ce sont les dispositions des articles 515-11 alinéa 3 et alinéa 4. Maintenant, quand il y a une demande d'attribution du domicile conjugal, c'est automatiquement à celui qui n'est pas l'auteur de violence. Alors, le domicile conjugal, c'est toujours une difficulté parce que c'est vrai que la question est telle, mais il n'est pas légitime et il n'est pas normal que celui qui n'est pas victime, qui n'est pas auteur de violence, doivent quitter le domicile conjugal. Et là, c'était compliqué. Alors, c'est vrai que c'est mieux parce que où aller quand on se retrouve sans rien, où aller, on n'a pas le temps de pouvoir déposer un dossier. Quand il n'y a pas de relais familiaux, c'est extrêmement compliqué. Et on a aussi fait en sorte que, notamment, quand on voulait partir, le domicile, pour résilier le bail, on a réduit à 1 mois le délai de préavis au lieu des 3 mois habituellement. C'est aussi une des dispositions de la loi. Donc cette mesure de protection, elle est extrêmement importante et l'accompagnement par les avocats, il se fait aussi avec l'accompagnement au niveau du procès pénal. Le procès pénal, il commence, on vous l'a dit, et ça c'est important d'avoir été rappelé, le renseignement qui est fait par les services de gendarmerie, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas prêtes, il y a des hommes qui ne sont pas prêts à déposer cette plainte, à enclencher ce processus qui parfois est douloureux, de pouvoir faire en sorte que l'époux ou l'épouse violente soit poursuivi devant un tribunal. Et c'est vrai que ce renseignement qui est systématiquement adressé à monsieur le procureur, je crois que c'est quelque chose de très important parce que parfois par d'autres biais, eh bien, on peut amener des femmes ou des hommes victimes à prendre les choses aussi en main et à se dire, ben voilà, d'autres l'ont fait, mais moi maintenant je vais être aussi acteur de ça. Vous l'avez rappelé, ça avait été fait notamment par le procureur de Paris et le directeur de l'hôpital Saint-Antoine, la possibilité effectivement de pouvoir tout de suite, quand on est hospitalisé, si c'est le cas, de pouvoir tout de suite déposer une plainte. Il y a encore quelques années, il n'était pas acceptable qu'effectivement on dise aux victimes « revenez quand vous aurez votre certificat médical » parce qu'entre-temps, eh bien, soit la personne qui était auteur eh bien, était revenue et avait pu leur expliquer que « mais non, elles n'allaient pas faire ça, elles allaient détruire une famille, il fallait surtout pas faire ça ». Et aujourd'hui, effectivement, cette prise en charge tout de suite, encadrée avec des psychologues, etc., eh bien, ça permet à des femmes de se sentir en confiance et de pouvoir faire cette démarche-là qui est importante. Une avancée importante, c'est la levée du secret médical dans certains cas, parce que là, certaines personnes, médecins, psychologues, qui sont conscients, ou en tout cas qui réalisent une situation qui est une situation d'emprise, de violence, eh bien, peuvent, déliés du secret médical, dénoncer aussi des violences ou en tout cas attirer l'attention sur la difficulté. Et je pense que c'est extrêmement important parce que là encore, ça donne l'impulsion de faire quelque chose et puis après, les choses se mettent en place. Je dois souligner quand même pour faire et de la permanence pénale et de la permanence victime, je dois quand même souligner que de plus en plus et de plus en plus rapidement, il y a des présentations dans le cadre de ce qu'on appelle les CPP-VCJ pour prendre en considération et pour faire en sorte que très vite, il y ait une prise en charge qui soit faite. Alors, je voulais aussi parler des foyers. Alors, on n'en a pas sur le département du Loir-et-Cher, mais parfois, dans le cadre des mesures que vous ordonnez pour que l'auteur quitte, parce que c'est bien légitime, quitte le domicile conjugal ou le domicile familial, eh bien, il puisse y avoir un hébergement dans des foyers. Je crois que ça existe à Tours.
où il y a cette prise en charge de l'auteur, parce que lui aussi, il doit être pris en charge. Et on constate que quand les choses sont prises en charge très vite, eh bien, quand on arrive au tribunal, il y a une évolution des situations respectives des uns et des autres. L'un ayant pu réfléchir à son positionnement et aux actes qu'il avait pu commettre, et la victime arrivait avec une confiance en soi un petit peu restaurée de temps en temps, parce qu'on l'a écouté et on a pris en considération un certain nombre d'éléments. Pour rebondir sur la question des auteurs, qui est cruciale effectivement, Maître, la prise en charge des auteurs, le centre Atoba de Tours va élargir ses compétences sur le département du Loir-et-Cher. Un projet régional va se mettre en place, et le département du Loir-et-Cher ainsi que celui du Loiret vont être les premiers à voir se développer ce projet de centre Atoba de prise en charge thérapeutique des auteurs. La prise en charge en termes d'hébergement également, parce que moins on aura d'auteurs, moins on aura de victimes. J'avais juste aussi une petite remarque à dire aux plus jeunes, puisque cette conférence est publique. Les violences conjugales, c'est pas les couples, ce ne sont pas forcément les couples qui sont installés. On parle de bail, d'épargne salariale, de logement conjugal ou familial et d'enfants. Eh bien non, les violences conjugales, ça concerne aussi les petits copains, les petites copines qui peuvent avoir 15-16 ans, qui ne sont pas installés, qui n'ont pas de domicile commun, ni d'enfants, ni d'épargne. Ça s'applique à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Pour rebondir sur les téléphones grave danger, nous en avons 2 depuis le 1er janvier 2016. Et constamment, et depuis cette date, ils ont été attribués. Alors, ce sont des téléphones que l'on remet à une dame, souvent, pour l'instant ça n'a été que des dames, qui se présentent. C'est France Victime, l'association France Victime, qui fait l'évaluation pour savoir, parce qu'il y a des critères prévus par la loi pour attribuer ces téléphones. Une fois que l'évaluation est faite, que France Victime nous dit que la dame devra être pourvue d'un téléphone grave danger, je la reçois avec une collègue, d'abord pour la rassurer, ensuite pour lui expliquer comment ça va fonctionner. Et on a un partenaire qui s'appelle Alliance. C'est un partenaire donc, que l'on appelle, le téléphone est remis à la personne, il est ainsi géolocalisé, de sorte que lorsque ce téléphone va être actionné, si par exemple la dame se trouve, je ne sais pas, alors pour l'instant nous sommes tous confinés, mais lorsqu'elle pourra se trouver dans un restaurant et qu'elle verra à l'extérieur du restaurant son conjoint qui n'a pas le droit de la rencontrer s'activer pour essayer d'entrer en restaurant, elle pourra tout de suite activer son téléphone qui va déclencher un relais. Et par mondial assistance, eh bien, l'unité de gendarmerie ou de police la plus proche sera activée et saura que du coup elle doit se rendre à tel endroit et prendra attache avec la personne qui vient d'activer son téléphone et qui expliquera la situation. Donc c'est un système à la fois, je pense, persuasif et efficace. Persuasif parce que, d'abord, comme l'a dit Maître Deval, il rassure celle qui en est détentrice, c'est déjà beaucoup. Et puis ensuite, moi je fais en sorte que la personne sache que la dame a un téléphone pour, ça c'est un effet un peu magique, mais qui fonctionne, c'est-à-dire que la personne violente doit savoir que la dame étant équipée, elle est en possibilité de déclencher à sa demande, sans délai, une réaction efficace des forces de l'ordre. Évidemment, les forces de l'ordre sont sensibilisées par rapport au lieu du domicile de la personne qui détient le téléphone, mais d'une manière plus générale, parce que la personne, je lui rappelle qu'elle a le droit de vivre, et je l'oblige même à continuer de vivre. Et donc, il faut qu'elle puisse se déplacer. Et si elle part de Blois à Strasbourg, si elle l'actionne à Strasbourg, la réaction sera sans doute la même par les policiers ou les gendarmes de Strasbourg qu'elle serait à Blois. Voilà. Et ce mode de fonctionnement va se développer avec effectivement ce qu'on appelle le BAR, c'est mal, le bracelet anti-rapprochement, qui va essayer effectivement de compléter cette offre un peu technologique pour faire que les interdictions de rencontrer soient respectées, mais ce téléphone grave danger dans le Loir-et-Cher fonctionne bien, fonctionne de manière constante. Ces téléphones sont toujours attribués pour une durée de 6 mois, que parfois je renouvelle ou pas en fonction de l'évolution de la situation, mais jamais une dame avec un téléphone grave danger n'a subi d'autres attaques. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à l'effet, en tout cas c'est une réalité. Je vous remercie donc chaleureusement chacun d'entre vous pour ce temps passé, pour nous avoir éclairés.
sur cette thématique, également vous qui nous avez suivis. Vous trouverez d'autres vidéos sur le site internet du CDAD 41, donc sur www.cdad41.org. Donc je vous invite à découvrir ce site, vous trouverez des vidéos, des informations, d'autres liens, et également à le partager autour de vous. À très bientôt, merci.